السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الأطباء في كل مكان، أطبائنا في الجزائر في كل الدول العربية، مرحبا بكم في هذا البث المباشر لمؤتمر الآيسا دي في نسخته الثالثة. نرحب معي كذلك زميلتي الدكتورة بن عباس، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا أستاذ محمد، بارك الله فيك. وفيك يبارك الله. الدكتورة أماني راح تكون معنا طيلة أيام المؤتمر إن شاء الله، راح تنشط لنا المؤتمر، فنتمنى لك حظ موفق. نرحب كذلك بالبروفيسور بنيلس إلهام، ستكون أول محاضرة معنا في هذا المؤتمر. مرحبا بك بروفيسور. ميرسي بوكو، الله يسلمك، شكرا. الله يسلمك، مرحبا بك بروفيسور. بروفيسور بنيلس غنية عن التعريف، هي بروفيسور في جامعة تلمسان وكذلك محاضرة دولية معروفة، فشرفتينا بحضورك بروفيسور. الله يسلمك بروفيسور. نستنى شويه بعض يزجون يطلع بعض المتابعين ونمشوا للبث مباشره. اذا تقدري ديري لنا تبارطاجي ليكم سيل بوك. مازال عندنا جوج دقائق. ديري بريزونتي. D'accord. Dans une minute, on commence à présenter. Attendez une minute. D'accord, professeur. إذا أعزائنا الأطباء، دقائق فقط يلتحق بنا الزملاء كذلك ونبدأ البث المباشر إن شاء الله. اكتبوا لنا في التعليقات هل الصوت واضح والصورة واضحة. بارك الله فيك. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. بروفيسور، نستناو يلتحقوا بنا الأطباء ونبدأ إن شاء الله. أنا كيف هي الأجواء في تلمسان؟ كان ثلج ولا ما كانش؟ ثلج ماشي في لافيل، بصح في لي زوبير في الجبال المحيطة. واحد لو فخوا داك. ما شاء الله ما شاء الله، خيرات ما شاء الله. العام هذا إن شاء الله يكون إن شاء الله إن شاء الله تجيب معاه الخير إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك بون كوراج. اوكي، تفضلي بروفيسور، نبداو على بركة الله. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe Medbed pour cette invitation, pour un sujet assez fondamental pour lequel on va essayer de tirer ce matin quelques évolutions et quelques nouveautés pour avoir un regard aussi pratique et pragmatique sur la maladie cardiaque et tout ce qu'on peut réaliser comme action de prévention. Alors, je n'ai aucun conflit particulier à déclarer avec aucune société, c'est-à-dire que les produits que je vais présenter, c'est des produits qui sont commercialisés, qu'on achète tout le monde et qu'on nous offre des échantillons, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt à vous déclarer. Alors, donc pour annoncer ce sujet, on a tiré certains chiffres sur la maladie cardiaque dans le monde à travers cet article que j'ai publié sur le Lancet en 2019. Donc, 3,5 milliards de personnes dans le monde ont la maladie cardiaque. Ça veut dire qu'on est loin d'être à l'abri. Alors, en effet, l'industrie mondiale de sucre est notre meilleur ennemi. Donc, en fait, il est évident que ce chiffre, on n'arrive pas à le faire descendre dans beaucoup de pays, notamment dans des pays où l'industrie ou la consommation de sucre est importante. Donc, et des systèmes de santé
des systèmes de santé, aussi performants soient-ils, ne sont pas aujourd'hui aussi performants pour résoudre ce fléau. Et donc, la seule solution est de continuer encore et encore à faire ce qui est de la prévention. Donc, c'est notre sujet. Donc, toujours aussi intéressant dans ce même article, l'article de Lancet en 2019, cette carte mondiale de la prévalence de la maladie cardiaque, où on s'aperçoit que dans le peuple gaulois, ils ont la prévalence la moins bonne dans le monde. Parallèlement, ce qui est chez nous aussi, il y a une prévalence entre 50 et 60%, mais le problème qui se pose chez nous, c'est qu'il y a trop peu d'études qui sont sur l'évaluation de la santé bucco-dentaire au monde, qui ont été publiées et qui ont été publiées dans des revues indexées. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres exacts, seulement c'est des chiffres qui sont obtenus par l'hygiène scolaire et les visites qu'on fait régulièrement chaque année au niveau des écoles. Donc, peu d'études sur le territoire national, peu d'études au niveau international depuis 2006. Donc, et la maladie carieuse atteint en moyenne dans les 40 à 50% dans le monde. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus sur cette prévention, donc sur cette maladie et ses moyens de prévention. Mais avant d'aborder ce sujet, donc, il est d'abord primordial de s'intéresser à ces facteurs de risque, à ces facteurs de passion. Aussi, nous, en tant que chirurgiens dentistes, quelles sont nos actions, les actions de prévention et aussi certaines démarches cliniques. Donc, ce matin, on va parler à peu près de ces facteurs de risque sur les patients et sur certains patients et sur certains sujets. Mais d'abord, avant de parler de ça, donc on activait ces facteurs à partir de certains articles qui ont évalué la santé et les traitements et les besoins de traitement chez les adultes et chez l'enfant en Algérie, soit aussi dans le monde, à travers ce qu'on appelle des études observationnelles, des études transversales, des études prospectives et aussi des études multicentriques. C'est-à-dire qu'on a réussi, même à travers des sujets de thèse, des sujets de mémoire, à faire au niveau des universités, à faire de la prévalence, que ce soit à Tlemcen, que ce soit au Oran, à Temouchent. Donc, on a certains chiffres qu'on a obtenus pour faire nos travaux aussi. Donc, pour commencer, je dirais qu'il faudrait réellement entreprendre ces recherches-là et ces recherches-là afin de détecter encore plus d'autres facteurs de risque, aussi de voir la nécessité de soins, donc la nécessité de soins à travers des questionnaires de recherche que nous avons réalisés à travers nos travaux de recherche. Donc, ces questionnaires sont en général une restitution de plusieurs travaux. Donc, je ne suis pas la seule ou d'autres auteurs qui ont fait des facteurs de risque, mais à travers plusieurs études, nous avons pu conclure et dire que des facteurs de risque, on les a restitués, on les a rassemblés et réunis pour dire qu'il s'agit déjà des facteurs où ils ont étudié des habitudes de vie, où ils ont étudié aussi la santé générale et des facteurs qui ont aussi étudié le confort du patient. Donc, pour réunir un certain nombre de facteurs de risque qui sont soit aggravants ou bien ils sont en faveur d'une diminution de la survenue de la maladie. Dans le cas où on est devant des facteurs qui sont aggravants ou des indicateurs de risque, donc nous sommes devant deux cas. Donc les cas sont premièrement des facteurs de risque ou un faible risque, où le patient il pourra réellement redevenir un facteur à haut risque, ou bien un haut risque qui peut être modifiable, soit des facteurs un risque élevé, mais non modifiable. Donc, à travers ça, à travers ces caractéristiques qui sont collectées, nous pouvons quand même
où là, nous avons quelques résultats de certaines études que j'ai rassemblés dans cette donc, tout d'abord, quand on fait un questionnaire, donc on a sur certaines questions, on peut devenir un peu probablement penser à certains facteurs, mais c'est l'examen clinique, c'est à travers un examen clinique qui est quand même assez approfondi, donc sous un bon diagnostic, sous un bon éclairage, avec des moyens qu'il faut. Donc nous pouvons dire, nous pouvons détecter des lésions. C'est-à-dire que même si un sujet est hors, il n'y a pas de lésion carieuse, on peut dire que c'est un sujet qui est à haut risque. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir maladie qu'on est devant un risque sérieux et de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, professeur, s'il vous plaît, excusez-moi, le son il n'est pas clair. Si vous pouvez vous rapprocher plus du mic, ça sera mieux. Est-ce que c'est bon? Oui, comme ça c'est clair. Ok. Alors, donc, à côté, j'ai dit à côté des caractéristiques qu'on a citées qui sont réunies à travers un questionnaire, nous pouvons quand même approfondir un examen clinique pour voir d'autres facteurs de risque qui sont susceptibles soit d'aggraver la maladie, soit de diminuer ou d'arrêter l'évolution de cette maladie. Donc, résultat de nos travaux, résultat de nos recherches et des articles. Donc, nous sommes arrivés à dire que certains articles parlent de facteurs de risque généraux ou locaux. Donc, 60% de la population mondiale, notamment, a été cité dans l'article de l'ANSES, présentait des facteurs de risque généraux ou de locaux. Alors, quels sont ces facteurs de risque locaux? Ce sont des facteurs qui sont relatifs à l'état de santé, à l'alimentation, donc aussi à l'hygiène orale et au suivi. Par ailleurs, nous avons aussi dans les 1/3 de la population qui n'ont pas un suivi qui est régulier, c'est-à-dire des patients qui ne fréquentent pas le cabinet dentaire, qui ne fréquentent pas les centres dentaires. Donc cela, il y a des patients qui n'ont pas vu des médecins dentistes au-delà de 2 ans. Donc c'est un peu un facteur qui est en faveur de l'évolution, malgré qu'on puisse dire que oui, ce patient, il se brosse les dents, il a probablement une alimentation, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent survenir et que le médecin dentiste il pourra en détecter. Aussi, dans le même élan, donc on pourra dire aussi que 1/3 de la population a un indice de plaque qui est soit modéré à élevé. Donc, 88% de notre population se brosse les dents, mais le brossage, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de leur manière de brossage, mais c'est-à-dire que les chiffres rapportés, donc la population mondiale, il y a 88% de ces personnes qui se brossent au moins 2 fois par jour, avec soit un brossage qui est assisté, c'est-à-dire un brossage qui est électrique avec une brosse dents électrique, et ou bien avec un dentifrice qui est fluoré. Donc, ceci nous rapporte que l'hygiène orale est un facteur qui est prépondérant et qui est important dans l'apparition de la maladie caries. Alors, compte tenu de ces résultats, donc nous sommes devant des situations où il y a une lésion. Donc, soit une lésion qui est apparente au niveau urinaire, soit au niveau dentaire, et soit au niveau du cœur dentaire. Donc, les critères aussi, les critères qui ont été proposés par la littérature, c'est des critères qui ont été assez simplifiés, disons. Donc, il y a un premier niveau où nous avons une atteinte qui est améliore initiale, ça s'appelle l'ICDAS 1 ou 2. Et dans le traitement, on va le voir par la suite. Donc, il s'agit de reminéraliser les mains. Il s'agit de soit arrêter le processus de dissolution des hydroxyapatites et voir que s'il y a, on est au fréquence 1, par exemple, la reminéralisation, elle est rapide.
soit si on est à un stade avancé qui est un stade 2, là, par contre, nous avons une remédialisation qui va durer de 3 à 6 mois. Donc, aussi bien donc, la classification, c'est une classification qui est pédagogique et qui propose aussi un deuxième niveau, qui est un deuxième niveau qui atteint à peu près le tiers externe, interne de la dentine. Et après, là où nous avons des traitements restaurateurs à faire, et par la suite, et c'est là la problématique actuelle et sur laquelle on est en train de débattre dans les congrès, c'est le problème de la cavité profonde, la carie profonde, et surtout dans des zones parapulpaires où on est amené soit à conserver ou bien à sacrifier ce qui est de l'organe dentaire. Donc, ces critères de classification, c'est les critères qu'on utilise réellement actuellement en pédagogie. Donc, c'est la classification ICDAS et non plus une classification obsolète qui est à l'ordre de blanc. Après, nous avons aussi, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a rapporté dans cette conférence une classification par rapport à la restauration. Donc, ce sont des critères de la FDI qui ont été simplifiés pour juger à peu près la qualité de la restauration. Donc, soit nous sommes devant des critères qui sont adaptés comparables à une dent naturelle, ça veut dire qu'on est devant une situation où la restauration est parfaite et correcte, soit nous sommes devant des situations où il y a quelques défauts, mais qui sont acceptables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de lésion, c'est juste des défauts mineurs, ou ça reste, là c'est le suivi, et le contrôle et la visite périodique, elle est importante. Ou bien on a des défauts majeurs, et là il est indispensable de refaire la restauration. Donc, dans ces critères-là, donc, il faudra prendre en compte tout ce qui est peint, tout ce qui est, est-ce que le médecin dentiste, il a réussi à reproduire cette anatomie? Est-ce qu'il n'y a pas eu de fracture, de perte du matériau? Est-ce que le joint marginal, il a été respecté? Est-ce qu'il n'y a pas d'usure occlusale? Est-ce qu'il y a un contact proximal? Est-ce que la zone de contact a été respectée? Et réellement, maintenant, on revient toujours sans oublier notre gencive. Est-ce qu'il y a une bonne intégration maximale? Est-ce qu'on n'a pas lésé cette gencive? Alors pour ça, donc sur le plan théorique, il y a réellement sur le plan théorique, on ne passait pas avant par le jugement de cette restauration, mais par contre, on était beaucoup plus sur présence ou absence de lésions cardiaques. Donc, toutefois, il y a d'autres critères à prendre en compte. Ce sont les critères salivaires, les paramètres salivaires. Donc, chaque patient, il a une quantité qui est environ moyenne, soit elle est diminuée, si il est en hypocalie, c'est-à-dire c'est un problème. Si en hypercalie, c'est par rapport à une prise de médicaments ou donc actuellement, on est confronté à des situations cliniques où on s'est retrouvé avec plusieurs restaurations, donc un indice de restauration qui était assez élevé, et nous avons pensé, et les auteurs ont pensé, à un déséquilibre salivaire. Donc, le fait de penser à un déséquilibre salivaire, donc, il faudra relever encore d'autres facteurs. Donc, ce sont des facteurs, en général, des patients qui sont qui prennent des médicaments, soit des antidépresseurs, soit des antihistaminiques, soit des neuroleptiques. Il y a le facteur aussi âge, qui est un facteur où il y a une diminution du flux salivaire. Aussi bien, on peut trouver des situations où le patient présente un diabète déséquilibré, donc le fait d'avoir encore plusieurs caries au niveau cervical, donc ça nous laisse penser qu'il y a des lésions carieuses, un problème systémique quelque part. Donc, les sujets tabagiques aussi, les sujets ayant subi des irradiations, donc des irradiations externes dans le cadre d'un traitement des tumeurs orofaciales. Et cela
aussi nous pousse à penser à ne pas oublier un paramètre qui est important, que sont les maladies auto-immunes. Donc, les patients porteurs des maladies auto-immunes, donc ce qui a été cité dans la littérature par exemple, donc nous avons, et inflammatoire, donc nous avons la sarcoïdose. Donc, la sarcoïdose, réellement, c'est des patients qui ont un déséquilibre cellulaire et qui se répercute sur la haute, sur la haute et sur le microbiome, les microbiomes du cas. Donc, la réponse à ces déséquilibres, à ces facteurs de risque, en général, c'est la prévention. Donc, la prévention, il est évident, théoriquement, qu'on passe par plusieurs niveaux aussi. Donc, on a une prévention, le premier niveau est la prévention primaire, où elle est d'abord, il y a un contrôle de risque. Le risque, donc, c'est le premier sans apparition de la lésion curieuse. Et après, nous avons ce qu'on appelle la prévention secondaire, excusez-moi. Donc, il s'agit là d'aller sur des campagnes de sensibilisation et des campagnes de dépistage. Donc, et c'est là qu'on va découvrir les patients et on va les distinguer entre patients à haut risque et patients à faible risque. Donc, après, ce que nous avons toujours été enseignés, c'était la prévention tertiaire, où elle agit en général sur les complications et beaucoup plus, le problème de cette prévention, c'est le suivi. Donc, c'est l'action du suivi du patient. Donc, est-ce que ce patient qui a été traité, qui a été dépisté, il a fait ses soins, il n'a pas fait ses soins, est-ce qu'il y a des récidives, est-ce qu'il a encore développé d'autres lésions carieuses? Oui ou non? Donc, la question se pose pendant ces campagnes. Donc, quatrièmement, et ce qu'on a rarement entendu dans nos cours, et il faudrait le dire, donc c'est la prévention quaternaire. Donc, la prévention quaternaire, donc il s'agit d'éviter les surtraitements, donc il s'agit carrément d'éviter de faire des traitements qui sont invasifs. Donc, nous sommes dans l'ère de la dentisterie minimalement invasive, donc on est dans le sens où on va conserver une pulpe. Donc, quand on est devant des situations où on a des situations profondes, donc il faudra beaucoup plus préserver cet organe, aller sur des thérapeutiques qui vont préserver beaucoup plus non seulement le tissu et non seulement les tissus conjonctifs dont on a besoin pour assurer la fonction, la sensibilité et la fonction de l'os. Donc, qui est la pulpe. Voilà. Donc, alors, pour revenir aussi à cette, enfin, pour continuer aussi dans cette prévention, donc dans la détection de la lésion carieuse, donc il a été, en fait, il a été imposé certaines stratégies qui s'intéressent non seulement aux lésions carieuses, et aussi aux besoins de soins et aux besoins de suivre ces soins. C'est-à-dire non seulement dépister, détecter, après décider le traitement et par la suite, contrôle et le suivi. C'est-à-dire dans tout ça, le suivi, il faudra l'inclure dans notre thérapie. On a beau en général faire des traitements, d'ailleurs si j'ose le dire aujourd'hui, c'est que parmi nos étudiants, donc en général, quand on contrôle leur fiche clinique, et les chefs de service là-dessus, et je passe le salut si jamais on est en train de vous regarder. Donc, le suivi, donc c'est une item qui est importante. Donc, on insiste là-dessus. Donc, on fait un traitement sans faire de contrôle. On fait le contrôle première fois pour faire un contrôle de polissage, de restauration. Les suivis d'ici 6 mois, d'ici une année, d'ici 2 ans. Donc, si on perd le patient, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, et ça, c'est des actions de prévention. Donc, il faudra non seulement faire le geste, décider du besoin du traitement, faire le geste et aussi suivre qui rentre dans le cadre de la prévention, le suivi et le monitoring rentre dans ce cadre-là. Allez, alors pour en revenir à notre prévention, donc la prévention, il faudra non seulement détecter les lésions,
il faudra aussi voir le défaut et voir la restauration, voir le stade évolutif et nombre et localisation de la lésion carieuse. Donc, la prévention, elle passe entre action sur le patient même, c'est-à-dire sur toutes ses habitudes, et après l'action de notre, c'est-à-dire les soins professionnels. Donc, il s'agit d'une action sur la dent, donc que ce soit des soins professionnels, ou bien ce qu'on appelle des auto-soins. Donc, les auto-soins, ce sont des actions dont le patient fait de lui-même, c'est-à-dire qu'il va lui-même s'habituer à les faire, comme les brossages, comme l'utilisation de certains produits à domicile. Alors, aussi, cette évaluation et cette prévention, elle va aussi nous permettre de gérer le risque. Donc, que ce soit un spécialiste en matière d'odontologie conservatrice ou de restauratrice, que ce soit un pédodontiste dans le cadre de l'odontologie pédiatrique préventive, que ce soit un autre ou un spécialiste autre ou un parodontologiste, le médecin dentiste généraliste, là, j'adresse le message à tous nos médecins généralistes qui travaillent, que ce soit dans le libéral ou que ce soit dans les secteurs publics. Donc, l'action de prévention primaire, c'est-à-dire le fait d'inciter, de sensibiliser, de dépister ou après d'agir, elle se fait aussi à votre niveau. Elle se fait au niveau du public, elle se fait au niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le spécialiste qui peut faire ces actions-là. Nous sommes tous ensemble pour combattre, pour gérer le risque qui arrive. Donc, que ce soit des patients à faible risque, ce sont des patients où on pourra les contrôler ou les revoir au bout d'une année, ou des patients à risque fort ou à risque important, où le risque il est modifiable, c'est-à-dire au risque, il peut devenir à faible risque, mais à condition qu'il respecte le calendrier et ses rendez-vous pour pouvoir suivre l'évolution de son traitement, si jamais il y a des lésions qui ont été vulnérabilisées ou autres. Alors, 3 actions pour gérer ce risque. Donc, si nous sommes devant des situations où on est devant soit un enfant, soit un adulte, donc, ou soit un adulte, soit un adolescent, soit un vieux, soit un sujet senior, donc il faudra tout d'abord informer. Donc, dire que vous avez déjà une lésion carieuse. Donc, nous avons détecté une lésion carieuse au niveau de votre cavité orale. Conseiller, voilà comment il faudra éviter d'aller sur d'autres lésions carrieuses et prescrire si jamais. Donc, prescrire quoi? Donc, on va prescrire un dentifrice fluoré, on va prescrire aussi une brosse à dents, des bains de bouche, des artifices de prévention, des gels, des vernis, pour que ça soit disponible au niveau des parapharmacies. Alors, le scénario, il est essentiel. Il est essentiel, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux patients que nous avons tous des lésions des microbiomes, c'est-à-dire que nous avons tous des bactéries qui vivent en équilibre au niveau de la cavité orale et à un certain moment, elles peuvent devenir actives. Pourquoi? Comment actives? Par l'apport de l'alimentation, une alimentation sucrée, par le fait d'une mauvaise hygiène orale, par une santé générale qui n'est pas bien contrôlée et qui n'est pas bien suivie, et aussi par le fait qu'on a une salive qui aide aussi à l'évolution de cette maladie. Conseiller ce qu'on peut conseiller, un meilleur rythme alimentaire, essayer de limiter la prise de sucre, réellement, parce qu'on dit déjà qu'il faudra éviter de consommer du sucre avant 16 heures. Ça, c'est important déjà du point de vue santé. Il faudra le consommer avant 16 heures. Et si jamais il y a une prise d'un aliment sucré, il faudra limiter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre fréquemment et limiter la prise, c'est-à-dire selon une courbe de Stéphane. Donc, le grignotage est un facteur qui est important dans l'évolution de la lésion carieuse. Donc, effectuer en même temps, donc conseiller de faire un brossage du quotidien avec le dentifrice, avec la quantité adaptée. Alors,
dans des sujets où nous avons, dans des situations où nous avons des sujets qui sont spécifiques, disons, où ils ont une maladie, par exemple, ils ont un débit salivaire qui est réduit. Exemple, le syndrome de Dewdrow-Scoren, le syndrome sec. Donc là, le patient, il y a un risque important où on ne peut pas, qui est non modifiable, qu'on ne peut pas malheureusement changer certaines choses. On ne peut pas changer sa salive, donc on ne peut pas agir sur une nature et sur une biologie. Et là, il y a un bilan, ce qu'on appelle, on rentre dans le cadre d'une éducation thérapeutique en pratique. Donc, ce sont des ateliers où on va probablement diminuer certaines choses en faveur de ce qui est présent. Donc, dans ce contexte-là, la motivation, elle est toujours importante, l'information, elle est toujours importante, les conseils sont toujours importants et le suivi est toujours important. Alors, donc, dans cette situation, dans les autres situations où on pourra trouver des lésions carieuses primaires, donc il est conseillé de faire une reminéralisation. Donc, que peut-on faire et avec quoi? Comment peut-on reminéraliser une lésion qui est détectée, qui est décelable et qui est au stade initial? Donc, avec quoi on peut faire ça? Donc, on peut le faire dans le cadre d'une lésion carieuse amélaire, donc soit selon la classification que j'ai citée tout à l'heure, ICDAS 1, c'est-à-dire que là, la lésion, elle est au niveau amélaire, mais elle est visible qu'après un séchage, et la reminéralisation, elle est possible du coup, ou bien dans le cas un peu plus avancé, où on a ICDAS 2, et elle est visible sans séchage, c'est-à-dire que la lésion, elle est claire et nette, elle est blanche, elle est là, elle est prête, mais la reminéralisation, elle se fait entre 3 à 6 mois après, c'est-à-dire quand on applique nos produits de reminéralisation. Alors, à côté de la reminéralisation, et là, le niveau de crève, il est avancé par rapport aux reminéralisations et ce qu'on va citer par la suite. On a un bon niveau de preuve, c'est-à-dire qu'on a pu obtenir avec certains dentifrices qui sont dosés selon des situations, par exemple, là, je n'ai pas cité la tranche entre 0 et 12 ans, parce qu'entre 0 et 2 ans, le brossage, il est important. Donc, même si c'est à la naissance, un petit bébé, donc il a besoin d'une petite hygiène orale. Donc, le dentifrice est utilisé même s'il n'a pas de dents, donc sur des compresses, sur une brosse à dents qui est gantée, de la forme de doigtier en brosse à dents. Donc là, on peut utiliser des dentifrices à 500 ppm et un peu plus. Un peu plus. Donc, à partir de 3 ans, si on a un risque faible, donc l'utilisation du fluor, la quantité des ppm utilisés, elle est à 1000 ppm. À partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, donc on est entre 100 à 1000 et 1450 ppm. Autrement, si on est devant une situation de risque élevé chez un enfant de 3 à 6 ans, donc là, la situation, elle change. Donc, on augmente encore en fluor, donc 1450 ppm, jusqu'à 10 ans. Dans le cas de risque élevé et après 6 ans, donc c'est un peu entre 1450 ppm, jusqu'à 16 ans, c'est 2500 et on peut arriver jusqu'à 5000 à partir de là, au-delà de 16 ans, quand on a un haut risque. Après, pour les patients qui sont après les 16 ans. Donc, pour vous dire que le fluor est toujours, ça reste le brossage de fluor, ça reste quand même, que ce soit en soins professionnels ou en auto-soins, c'est-à-dire l'application du fluor au niveau du fauteuil, donc par des gouttières. Donc, cela reste quand même une application qui est fortement recommandée. Alors, il y a certains d'entre vous qui se posent toujours la question sur l'application du fluor. Donc, on va vous répondre sur l'application du fluor. Donc,
l'application du fluor dans le cas où on a un sujet à haut risque, là, elle se fait d'une manière trimestrielle. Il y a ceux qui la font c'est-à-dire chaque 6 mois, pour dire qu'en prévention primaire et tertiaire, donc c'est chaque 6 mois, mais actuellement, on est beaucoup plus sur une application chaque 3 mois. Donc chaque 3 mois est refaite, c'est-à-dire au bilan, on a 4 fois par an l'application du vernis fluoré chez les patients qui présentent à haut risque. Maintenant, quand on est devant des situations où on veut reminéraliser des lésions non cavitaires améliorées qui ont été détectées avec les nouveaux procédés et des dents permanentes, là, nous sommes devant des situations où on a détecté, c'est-à-dire on a dépisté en prévention secondaire, on a dépisté des lésions carieuses. Donc, ça, c'est des applications de vernis, mais qui ne sont pas assez dosées, mais une application chaque semaine. Cela peut se faire au niveau de la maison. Donc, l'application, elle dure en général 3 minutes, donc 3 minutes en bouche, sans que le patient se rince ou ne mange. Donc, et après, donc, il pourra manger, il pourra se rincer et faire ce qu'il veut. Alors, maintenant, il y a des recommandations sur le brossage manuel. Vous allez me dire, oui, avant, on parlait d'un brossage de 3 minutes, 3 fois par jour. Vu le rythme actuel de la mondialisation, donc on n'est plus devant des situations où on peut se brosser les dents 3 fois par jour, mais 2 fois par jour au minimum, c'est-à-dire minimum de 2 minutes, avec un message final pour laisser du fluor par la suite. Important, 30 minutes après le repas avec une brosse à dents manuelle. Donc, les techniques recommandées, ce sont des techniques de rouleau ou les techniques qui sont les techniques basses. Maintenant, il y a des praticiens ou des personnes autour de nous, dans la famille, qui nous posent la question. Est-ce que le brossage manuel il est beaucoup plus efficace qu'un brossage électrique? Je dirais que la littérature, elle n'a pas prouvé une différence significative, au contraire. Donc, il y a une grande similitude d'une brosse à dents à condition du brossage électrique et le brossage manuel à condition qu'il soit fait selon les règles de l'art. C'est-à-dire que ce soit avec une brosse à dents électrique, que ce soit avec une brosse à dents manuelle, l'essentiel c'est qu'on se brosse et on va aux zones qui sont non accessibles par la brosse à dents et aux zones qui sont non accessibles par l'auto-nettoyage de la dent. Alors, aussi, si on peut rajouter des brossettes interdentaires, là, c'est un niveau de preuve qui est assez moyen. Donc, en général, quand on finit de manger, on peut, pour des patients qui ont des espaces assez serrés, qui ont des prothèses, qui ont des couronnes, qui ont des braquettes, des procédés orthodontiques. Donc, là, on peut utiliser des brossettes qui sont recommandées soit par l'orthodontiste, soit par l'odontologiste, soit par leur implantologue, avec un dentifrice en général, s'il y a des lésions à reminéraliser, c'est-à-dire on retrouve une déminéralisation à quelques niveaux. Mais là, les brossettes interdentaires, soit elles sont linéaires, soit elles sont cylindriques, elles sont calibrées en général, et selon l'espace, et jaugées avec un genre d'une petite aiguille où on peut jauger, et ces mesures vont nous donner la couleur exacte qui est correspondante à l'utilisation de cette brossette. Alors, la règle d'utilisation des brossettes, elle obéit à la règle des 3 F, c'est-à-dire c'est frotter sans frotter ni forcer. Hein? Donc, on applique d'une manière où on ne pourra pas encore enfoncer l'alimentation intérieure sans trop frotter ni forcer pour ne pas générer d'autres lésions au niveau du septum intérieur. Alors, tout ça, on était dans les 3 niveaux de prévention qu'on connaît tous et qu'on a tous eu la formation là-dessus, mais rarement on nous parle de la prévention quaternaire. Donc là, on va agir sur nos traitements, sur les traitements du praticien. Donc l'objectif, c'est de protéger les patients des interventions qui font beaucoup plus de mal que du bien, c'est-à-dire soit un surtraitement, soit des dommages iatrogènes. Donc on est parti sur un traitement du carie,
se retrouve devant un traitement endodontique. Cela implique en personne, en général, la limitation des limites dans des actes qui sont non invasifs, c'est-à-dire, exemple, ne pas systématiser les scellements ni les vernis en cas de risque faible, protéger en général les dents agaçantes lors des interventions, donc utiliser des Fender wedge en général pour traiter, décider de réintervenir ou pas, de réparer ou de remplacer, et aussi préserver la santé du père en général. Donc, maintenant, si on est devant des situations de cette prévention, on est devant des lésions et des lésions assez avancées. Donc, maintenant, il est conseillé impérativement de travailler avec des aides optiques. Les aides optiques, ça ne sert pas juste à voir une lésion qui est débutante, initiale, prédictive, c'est pour avoir des diagnostics prédictifs, mais ça devient un outil indispensable pour pouvoir voir de près comment est cette lésion profonde, comment est cette pulpe, est-ce qu'il y a des problèmes autour de cette dent. Donc, il pourra peut-être, avec un meilleur grossissement, pourra nous voir mieux. Donc, ça fait partie aussi de la prévention. Donc, voilà. Donc, on revient à ces traitements et voilà l'utilisation des Fender wedge, donc, et des wedgets en général. L'utilisation pour préserver la dent à côté, on utilise aussi la digue pour préserver d'autres structures de nos soins invasifs. Quand on est devant des préparations ou des accès à des lésions peu profondes, donc là, on travaille sous digue avec un meilleur éclairage, avec des aides optiques pour voir de près. Et aussi, maintenant, on est sur une dentisterie minimalement invasive. Devant une lésion profonde où il n'y a pas de symptomatologie, où la symptomatologie répond à un traitement uniquement dentinaire, donc on est plus en faveur d'un curetage qui est beaucoup plus sélectif qu'un curetage non sélectif, c'est-à-dire complet, en faveur d'un traitement pulpaire. Donc, l'approche française par rapport à l'approche américaine, donc beaucoup plus, elle recommande l'intérêt d'un curetage qui est sélectif dans le cadre de préserver. Quoi, vous allez me dire, on va laisser un peu de dentine infectée. Oui, on va laisser un peu de dentine infectée, mais au niveau du fond, en assurant tout en périphérie un curetage complet. Donc, au niveau de la périphérie, un curetage complet pour pouvoir assurer l'étanchéité de la restauration finale. Et au niveau parapulpaire, s'il reste un peu de dentine infectée, ce n'est pas grave, on va l'emprisonner avec la restauration et il n'y aura plus de vie pour ces bactéries qui peuvent évoluer en stade des situations pulpaires. Alors, à côté probablement nous avons parlé des traitements qui sont un peu invasifs. Donc là, on est devant des traitements chimiques de la lésion carieuse et les nouveaux produits, les vernis SDF, le fluorodiamine à l'argent, un traitement non chirurgical en faveur d'une dentisterie minimalement invasive, qui est un liquide qu'on applique au niveau de la dent, et la dent, elle va noircir. Donc, il a des propriétés antibactériennes, des propriétés qui sont reminéralisantes et désensibilisantes. Par contre, le problème qui se pose avec le SDF, c'est la couleur. Donc, c'est la couleur qui donne à la dent. Donc, autrement, on les a utilisés sur des dents temporaires pour pouvoir les garder le maximum sur l'arcade et en même temps, maintenant et actuellement, on les utilise chez les patients adultes parce que c'est des actions qui sont des approches qui sont très minimalistes. Alors, pour en conclure, donc, je dirais ce qui est normal est d'être en bonne santé. Donc, on est tous quelque part soucieux sur notre santé générale. Et ce qui est normal aussi, c'est aussi de ne pas avoir de caries. Donc, ça, c'est un slogan sur lequel je travaille éventuellement et c'est un objectif sur lequel on travaille actuellement au niveau de notre service et au niveau de notre et au niveau de notre pays, c'est les objectifs de l'OMS, c'est-à-dire objectif CAO 0. Donc, le plus important dans cette conférence et de cette matinée est de contrôler tous les facteurs de risque. Donc,
Afin de contrôler tous les facteurs de risque, il faudra contrôler 3 niveaux, à savoir les habitudes de vie, la santé générale et le confort du patient en même temps. Et je vous remercie pour votre attention. بارك الله فيك بروفيسور. بناخذ بعض الاسئله. قلنا في التعليقات الاسئله اللي حبيتوا تطرحوها على البروفيسور من فضلكم. بروفيسور الاسئله واضحه في الشاشه. دكتوره اماني كنا تقراي الاسئله البروفيسور. Bien sûr. Alors, professeur, peut-on faire des séances de fluoration pour les malades sous traitement biologique afin de prévenir les caries? Alors, je vous repose la question, monsieur, madame Hajem, c'est voulez-vous dire par des traitements biologiques? Est-ce que c'est un traitement médical? Est-ce que c'est un traitement... Est-ce que c'est des cancéreux? Est-ce que c'est des malades qui vont subir des irradiations, des chimiothérapies? Donc, bon, avant qu'elle me repose encore sa question, donc je préfère donner un peu plus de détails sur la fluoration. Donc, la fluoration, elle n'est pas utilisée juste pour l'enfant, mais elle est utilisée aussi bien les traitements TNF. D'accord. Donc, oui, il n'y a pas de contre-indication sur la fluoration. Évidemment, c'est beaucoup plus une procédure qui est utilisée dans le cadre des préventions des patients qui sont susceptibles de faire des lésions sérieuses après traitement chimiothérapie ou après traitement radiothérapie. Donc, on fait sur des gouttières, on peut appliquer une bonne quantité, une bonne concentration de fluorure. Moi, si j'ose en ce moment vous dire, je prépare des gouttières pour ces patients quand ils viennent. C'est des patients qui vont subir la radiothérapie ou la chimiothérapie. Donc, on fait les soins nécessaires, on fait les besoins de soins. Quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je prends une empreinte. Donc, je prends l'empreinte et je mets le dentifrice des natribifluor. Donc, il faut savoir que notre dentifrice natribifluor est un dentifrice richement fluoré. Donc, vous l'appliquez sur la gouttière et vous laissez le patient 5 à 10 minutes par jour. 5 à 10 minutes. Parfois, même le soir, il faudra la porter. Et cela, c'est avant ces thérapies. Et pour les traitements biologiques, je ne pense pas qu'il y ait des interférences avec si c'est le patient est si ça rentre dans une maladie auto-immune, oui, oui, ça peut être même une bonne approche préventive de la lésion caries, oui. Merci, professeur. Y a-t-il d'autres questions à poser? Moi, je voudrais apporter la question qui me revient tout le temps. Madame, est-ce qu'on peut trouver un dentifrice qui est dosé à 1000 ppm, un dentifrice qui est dosé à 1450 ppm, à 200 ppm, à 2000 ppm, 2000, 2500 ppm, 5000 ppm, 1450 ppm. Je dirais, actuellement, on est en plein projets nationaux, c'est-à-dire où l'État est en train de favoriser et donner de l'élan à cette production, à cette industrie pharmaceutique. Actuellement, on ne dispose pas de certaines doses.
c'est vrai. Donc, il y a le dentifrice qui est le natrium bifluo qui est dosé à 1100 ppm, donc ça reste quand même une bonne quantité de fluor par rapport à d'autres qui n'ont pas qui ne contiennent pas de dosage au niveau de leur boîte. Donc, on ne le trouve pas. Mais je dis bien que maintenant, on a ouvert les yeux. Les Algériens ont ouvert les yeux sur la production. Donc, actuellement, on y travaille dessus. Beaucoup travaillent dessus. Beaucoup travaillent avec les chercheurs au niveau des universités pour pouvoir améliorer le dosage des dentifrices. Donc, il y a de l'espoir. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'espoir pour notre pays. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher dans le futur des dentifrices qu'on va ramener, qu'on en a tous ramené de l'étranger pour pouvoir se brosser et bénéficier d'une bonne quantité de fluor. هل عندكم أسئلة أخرى من فضلكم؟ نزل عندنا 10 دقائق بروفيسور، نحاولوا نجاوبوا فيهم على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. من فضلكم اكتبوا لنا في التعليقات الأسئلة تاعكم. بروفيسور يبدو أنه لا يوجد أسئلة. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe Madbel pour cette générosité d'organiser beaucoup plus de conférences. Nous resterons toujours à votre disposition pour toute information complémentaire. Et Inch'Allah, ميزان حسن. بارك الله فيك بروفيسور، والله نتشرف انك تكوني معنا في كل يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. ان شاء الله نشوفوك مره اخرى ان شاء الله حضوريا ان شاء الله. ان شاء الله. رانا من المؤتمر تاع مدينه وهران ما زلنا شفناك. معليش احنا قلنا فيه سؤال اخر اذا حبيتي تجاوبي عليه. Oui, bien sûr. Alors, la dose de fluor recommandée pour les gouttières. La dose recommandée, l'essentiel que ce soit un dentifrice fluoré. Donc, comme j'ai dit, actuellement, on ne dispose pas d'une grande offre dans le marché des dosages assez intéressants. C'est-à-dire que tout ce que j'ai cité, nous ne disposons pas sur le marché algérien. Soit, par exemple, quand il s'agit d'un sujet où, en général, on est soucieux de son état parce qu'il développe un cancer, parce qu'il va subir une chimiothérapie. En général, il y a des personnes qui ont probablement un peu plus les moyens, peuvent s'offrir des dentifrices qui sont assez fluorés, comme du Falfas de chez, j'ai oublié carrément la firme. Mais ça, c'est des dentifrices qui sont à 5000 ppm. Maintenant, à notre niveau algérien, j'ai dit, il y a la dose de 1100 ppm qui est disponible. Ceci est mieux qu'une dose qui est négligeable, c'est-à-dire que rien, qu'on ne fait rien. Alors, la dose nécessaire, en général, elle peut atteindre les 5000 ppm pour les gouttières dans le cadre des patients qui sont irradiés. Voilà. Alors, les questions découlent maintenant. Donc, est-ce que le fait de se brosser avec un dentifrice fluoré sans se rincer est bénéfique en termes de prévention? On peut laisser
laisser le dentifrice longtemps en bouche, mais un moment, donc il est recommandé de le laisser quelques minutes en bouche. L'essentiel, qu'il y ait une fixation des fluorides avec la partie minérale qui est l'hydroxyapatite. Afin qu'il y ait ce complexe qu'on appelle le complexe fluoroapatique. Voilà. En termes de prévention. Oui, oui. Alors, le gel, c'est à 5000, madame. C'est à 5000 ppm. Jusqu'à 5000 ppm. La durée du port de la gouttière, elle est de 5 à 10 minutes. 2 fois par jour. Et après, ça dépend de la littérature. Hein. Donc, moi, ce qu'on a, avant, moi, j'entendais qu'il y avait 3 brossages par jour. Actuellement, on parle de 2 brossages, mais efficaces. C'est-à-dire qu'il faut respecter, il faut aller jusqu'à 2 minutes, voire un peu plus. Oui, j'ai bien dit le gel. Le gel, c'est 5000 et le port de la gouttière, c'est 5 à 10 minutes, 2 fois par jour. La question, elle revient à tout moment. Voilà. إذا بارك الله فيك بروفيسور، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة. شكرا على الصحة نعطيك موعد آخر إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله نشوفك معنا إن شاء الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ربي يحفظك بروفيسور ويجعل الله في ميزان حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله. سلامة. شكرا بروفيسور. إذن أعزائنا الأطباء، المحاضرة القادمة ستكون مع البروفيسور ستيفان سيمون بعد حوالي 13 دقيقة إن شاء الله. بارك الله فيك.
Oui, تفضل نتخلص